On avait attaqué, nous, par ce qu'on appelle les journées de nettoyage, déjà depuis plus de 20 ans. Et on avait ça s'appelait la montagne à l'état pur. Donc on travaillait déjà avec Mountain Riders. Et quand Camille a construit et créé ce label, du coup, voilà, on est dans la démarche depuis 2022. Et donc on a été la première station commune labellisée directement de Flocon. La démarche Flocon Vert, elle est quelque part un peu naturelle pour nous. On a tout de suite adhéré. On a un comité station qui regroupe les élus, l'Office du tourisme, l'école de ski, les sociopros et l'exploitant du domaine skiable, qui dirigent en quelque sorte un petit peu l'avenir de la station. Et on a une vision commune sur la nécessité d'avoir des projets qui respectent une stratégie de durabilité et les enjeux environnementaux et sociétaux. On a lancé la démarche il y a environ 2 ans et on est Flocon Vert depuis 1 an maintenant. Nous, au niveau du territoire de la Plagne, on a commencé à structurer une démarche et un comité de pilotage à partir de 2020-2021. Et on a été accompagné par un cabinet à l'époque. Et puis, à partir du moment où ce cabinet est parti, on a voulu se structurer un peu plus et dynamiser la démarche en allant vers la labellisation Flocon Vert. On est labellisé depuis juin dernier. On a un premier niveau de flocon. Alors moi, j'ai entendu parler du flocon vert, je pense, en 2012 déjà ou 2013. Le flocon vert a été connu notamment pour son répertoire des stations et il classait les stations. Ça a disparu en 2014 et après il y a eu le label qui a lentement émergé jusqu'à grossir les 4 dernières années, quoi. Donc le Grand Bornand a été labellisé en 2020-21. Donc la démarche a été quasiment initiée en même temps que le Covid, facteur déclenchant de temps. Du coup là on est sur l'année de renouvellement, nous. On est en train de renouveler. C'est nos ascenseurs pour la mobilité. Donc on a l'ascenseur des Thermes qui est un ascenseur qui fonctionne 7 jours sur 7, de 7 h jusqu'à 23 h, qui fonctionne avec les eaux usées. Et après on a un autre ascenseur qui est le Valéen, qui est une télécabine, donc qui part directement de la gare du Fayet et qui arrive à Saint-Gervais. Donc ça permettra aux touristes de venir directement en train et d'accéder directement sur le domaine skiable et dans la commune de Saint-Gervais. Et du coup, les lycéens prennent le Valéen pour aller au lycée. Et voilà, ça facilite toute la mobilité sur la commune. La démarche nous a permis de prendre conscience de nos atouts, de ce que l'on sait déjà faire, de ce que l'on fait de bien, et puis prendre conscience de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en œuvre pour préserver, protéger et valoriser notre patrimoine, notre territoire. Et la démarche nous a permis en fait de structurer notre stratégie, de structurer notre organisation pour faire en sorte que chaque projet, chaque investissement, chaque aménagement soit réfléchi en fonction de ces enjeux environnementaux et sociétaux. Déjà, le flocon vert nous a permis de structurer un plan d'action à l'échelle de l'ensemble du comité de pilotage qui représente quand même beaucoup d'acteurs à la Plagne. C'est 3 communes, 2 communautés de communes, les remontées mécaniques, le syndicat intercommunal de la Grande Plagne et l'Office du tourisme. Et on a quelques actions qui ont déjà vu le jour, avec notamment par exemple un travail sur la marque employeur de territoire. On a aussi travaillé sur la maison des propriétaires, donc qui met en lien les propriétaires d'appartements et des artisans locaux pour tout ce qui est sujet de rénovation. Puis là récemment, on a signé aussi la charte zéro déchet sauvage en 2030 à l'échelle du comité de pilotage. Et donc on commence à mettre en place justement, à travailler un plan d'action de réduction à la source. Ça a facilité le fait qu'on communique entre nous. C'est sûr que Flocon Vert, pour le coup, nous a vraiment aidé à faire ça et à faire un état des lieux de ce qui était déjà réalisé sur le territoire pour voir comment on pouvait aussi mutualiser des choses qui étaient déjà faites dans différentes structures et puis aller plus loin. Il y en a qui ne sont pas liés à la labellisation, mais qui sont quand même directement en lien. Donc on a un bâtiment qui s'appelle La Source, qui a été initié en 2021, qui a ouvert en 2021, qui est vraiment un bâtiment culturel qui commence à vraiment bien fonctionner. Et puis après, il y a plein d'autres actions, notamment les déchets. On a beaucoup développé des composteurs communaux, des campagnes de sensibilisation sur les déchets abandonnés, avec un enjeu de réduire le nombre de poubelles et de dire aux gens de ramener leurs déchets et qui jusque-là fonctionne bien. La mise en place de jardins partagés. Voilà, il y a aussi des petites actions, évidemment des grosses actions sur de la rénovation de bâtiments, des zones 30, de la piétonnisation.
En tant que référente Flocon Vert, ma principale difficulté, c'est le temps, parce que je ne fais pas que ça. De dégager suffisamment de temps pour pouvoir prendre contact avec les autres intervenants, c'est-à-dire les remontées mécaniques, les thermes de Saint-Gervais qui font aussi partie du COPIL Flocon Vert, les socioprofessionnels. Voilà, c'est vraiment ça pour moi la principale difficulté. Il y a eu peut-être quelques réticences qui tendaient à dire que c'est encore un label de plus, donc une opération marketing, commerciale. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un projet d'avenir, c'est un projet structurant et c'est pas du tout une démarche marketing. Un des grands changements en fait, des 4 dernières années, c'est qu'il y a eu mon poste qui a été créé en 2022, donc quelqu'un à plein temps qui s'occupe de ces questions-là. Et on a fait un gros travail sur la politique éco-événements, en commençant par des événements plus petits, donc on a des grands événements quand même comme Glisse en Cœur, puis après le Bonheur des Mômes, où on s'est entre guillemets fait la main sur tester beaucoup plus de repas végétariens, réduire les déchets, réduire le jetable, travailler le covoiturage des gens qui viennent, pour progressivement basculer sur la Coupe du Monde et avoir une forme d'éthique pour tous les événements qui soient la même. Et donc c'est vraiment en train de se développer et on a eu des succès qui sont quand même vraiment importants sur le Glisse en Cœur. Moi je pense que sur la première année de mise en place du plan d'action, on fait quasiment 20% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on a travaillé tous les gens qui venaient en avion pour leur demander de ne pas venir en avion et ça fait une grosse réduction au niveau des coureurs notamment. Eh ben, c'est à la fois la complexité du territoire qui fait que évidemment c'est plus chronophage. Toute la démarche de labellisation a pris plus de temps que ce qu'on pouvait penser à la base. Et puis la mise en cohérence de toutes les démarches qu'on avait déjà initiées. On avait commencé à faire le calcul d'un bilan carbone et on avait déjà des pistes d'action à mettre en œuvre. On a aussi le travail sur la marque qualité tourisme de l'Office de tourisme qui est maintenant la destination d'excellence avec pas mal de critères RSE dans lesquels on commençait à avancer aussi. Plus récemment, on a aussi la communauté de communes qui est engagée dans un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME. Donc en fait, on avait pas mal de démarches sur le territoire avec pas mal d'actions en préparation et mettre en cohérence tout ça et tous les acteurs autour de la table, c'était peut-être la chose la plus complexe quand même. La plus-value majeure pour moi de la labellisation, c'est d'avoir mis en place une gouvernance sur le thème dédié. Mais la difficulté majeure, c'est de la faire vivre de manière aussi large que le souhait initial. C'est quand même assez compliqué parce que ça demande beaucoup de temps et que c'est un temps qu'on n'a pas toujours ou qu'on n'a plus après le Covid notamment. Et de le faire vivre avec des sensibilités qui sont très différentes au sein de la population. Donc ça, c'est plus compliqué. Le principal enjeu, c'est de trouver plus de temps et d'approfondir plus tous les points, tous les critères. Parce qu'on s'aperçoit en fait quand on discute avec tous les partenaires, c'est que tout le monde fait quelque chose dans son coin au niveau développement durable, mais on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui se fait. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher toutes ces petites informations, toutes les pépites de chacun et de pouvoir les mettre en avant. Notre vision, en fait, c'est un territoire équilibré, protégé et valorisé, équilibré entre les structures d'hébergement, hébergement permanent, hébergement saisonnier, hébergement secondaire, équilibré entre l'exploitation des saisons, saison d'hiver, saison d'été ou autre, équilibré entre les activités économiques, modèle économique de la station, et puis les activités pastorales, artisanales, culturelles. Notre stratégie de durabilité, elle est fondée là-dessus, sur l'équilibre et la préservation et la protection de notre territoire, de notre patrimoine. L'ambition du territoire, elle s'illustre par la phrase suivante, c'est une montagne à transmettre. Ça, c'est un peu le chapeau qu'on a au niveau du territoire. Et ça nous engage à aller vers la préservation des ressources et préserver une qualité de vie sur le territoire pour les habitants, pour les travailleurs. À favoriser une unité aussi sur le territoire, tant avec les acteurs et penser station, vallée, versant. Ça, c'est un peu l'idée globale. Et puis après, plus concrètement, c'est justement aller plus loin dans créer des liens entre les différents acteurs du territoire et principalement intégrer plus les habitants, les socioprofessionnels dans la démarche de transition. Nous, on a un grand sujet qui va occuper les 7 prochaines années, c'est les JO. Et donc les investissements qui vont aller avec, qui sont encore à définir, ça va dépendre des financements possibles. Un des grands enjeux, c'est d'assurer une pérennité au-delà du temps des JO. Comment on va pouvoir servir durablement le territoire, notamment en accélérant la rénovation
du patrimoine communal, mais aussi de l'hôtellerie qui en aurait besoin pour le temps de l'événement, ça servira après. Comment on améliore la mobilité? Et donc pas simplement l'échelle communale, là on est obligé de réfléchir à une échelle jusqu'à Annecy notamment. C'est vraiment les grands enjeux, nous, pour le prochain pas de 4-5 ans, quoi. Alors pour moi, la définition d'un changemaker, c'est un peu un magicien. C'est quelqu'un qui va réussir à être tout le temps dans l'action, à réduire toutes les inégalités, les discriminations, à créer du lien, à être force de proposition. Voilà, c'est un peu un mouton aussi à 5 pattes, quoi. Avoir aussi la possibilité d'avoir du recul sur les choses, parce que je pense que quand on veut mener à bien des dossiers, il faut déjà des fois prendre de la hauteur. Et ça, c'est important. Les genres de journées comme les éductours, c'est très formateur parce que du coup, on rencontre les autres destinations et chacun, dans sa destination, fait des choses. Et on se dit « Ah ouais, mais ça, j'avais pas pensé. Ah, mais ça, c'est une super idée. » Et des fois, c'est juste des petites choses, mais qui finalement sont pas forcément très compliquées à mettre en œuvre, mais juste auxquelles on n'avait pas pensé. Et du coup, voilà, ça nous permet de venir prendre des idées et d'échanger avec les autres et de se confronter un peu. Bon, on s'aperçoit qu'on a un peu tous les mêmes soucis, mais voilà, et de se dire aussi on n'est pas tout seul, quoi. C'est un peu ça, un changemaker pour moi. Il y a un acteur du changement sur Internet destiné à mettre en avant, valoriser, communiquer et puis échanger sur le partage d'expériences, en fait, c'est ça. Confronter les points de vue et valoriser les parcours qui ont été réalisés et faire partager ces expériences. Je dirais que c'est un facilitateur du changement dans les perceptions, dans les organisations sur le territoire, et puis facilitateur qui va justement mettre en relation pas mal de personnes. Et puis je pense que dans le contexte actuel, avec les enjeux complexes auxquels on fait face, c'est aussi quelqu'un qui arrive à créer de l'échange pour favoriser l'émergence de pistes d'action. Moi, je suis plutôt ambitieux, donc un changemaker, c'est quelqu'un qui ne va pas simplement adapter l'existant pour le rendre un peu moins impactant, mais qui va changer profondément le modèle pour que ça soit durablement moins impactant, tout en servant l'intérêt du territoire, à la fois ici et maintenant, mais pour les générations suivantes.